On en profite pour rappeler aux différentes personnes dans la salle qu'ils peuvent eux aussi intervenir dans cette Paris Retail Week en tweetant, en publiant des commentaires sur Facebook. Vous avez les hashtags EquipeMag et ECP16 si vous voulez poster vos commentaires. Et si vous avez une vision plutôt omnicanale, n'hésitez pas à utiliser directement le hashtag Paris Retail Week sur Twitter et Facebook et à publier vos sentiments, vos commentaires, vos encouragements sur les réseaux sociaux. Je vois que la salle s'est à nouveau plutôt bien remplie, donc on va peut-être arrêter la musique et on va donner à nouveau donc, la parole à Jonathan Hadida, Marketing Manager chez Google, qui va donc nous parler aujourd'hui de productivité et d'intelligence artificielle. Jonathan, on vous écoute. Exactement. Merci beaucoup, bienvenue, merci d'être là. Donc le but de mon intervention est de commencer déjà par quelques tendances que vous connaissez peut-être, mais un petit rafraîchissement sur ce qui se passe en ce moment sur le marché, comment accélérer votre transition numérique, votre digitalisation, etc., des sujets que vous connaissez. Vous montrer les solutions que l'on connaît avec des solutions de productivité, basées sur le cloud notamment. Et enfin finir sur de nouvelles tendances et de nouveaux outils basés sur l'intelligence artificielle, qui sont des choses que l'on développe à un rythme extrêmement soutenu chez Google en ce moment, dont je vous donnerai quelques exemples. Et après, je vous laisserai imaginer la suite de ce qui arrive sur ces prochaines années. Tout d'abord, quelques tendances que vous connaissez peut-être. Bon, vous le savez, hein, les clients sont de plus en plus connectés, informés, mobiles. Le rôle du vendeur évolue de plus en plus vers un rôle d'accompagnement, un petit peu moins dans le conseil. Les magasins restent. Là, j'ai quelques stats assez intéressantes pour vous montrer que oui, le trafic peut diminuer dans les points de vente physiques, mais le chiffre d'affaires continue à évoluer. En fait, on a moins de gens qui arrivent en magasin, mais des gens qui arrivent avec un processus de décision qui est plus mature, ils sont plus décidés et un achat qui va plus vite. Une grande croissance des marques privées, des partenariats, des exclusivités, c'est vraiment ce que les clients recherchent à l'heure actuelle. En tout cas, c'est ce qu'on constate de notre côté. Quelques difficultés côté opérationnel, hein, des marges de plus en plus serrées et une complexité. Là, on a parlé de partir à l'étranger dans la session précédente. Donc, c'est de plus en plus complexe. Côté opérationnel, ça peut coûter de plus en plus cher. Donc, un vrai besoin de rationalisation. Un cadre légal qui peut être de plus en plus compliqué. Donc, il faut faire avec. Et aussi, c'est une grosse tendance de consommation. On a besoin d'informations en temps réel. On a un besoin d'immédiateté, hein, de personnalisation de l'information. Tout à fait immédiate. Donc, avec tous ces appareils mobiles que l'on a, on est connecté sans arrêt et on a plus de patience, en fait, hein, que ce soit avec le service après-vente ou quoi que ce soit. On a besoin d'immédiateté. Quelques chiffres pour illustrer ce que je disais. On s'est rendu compte, donc ça c'est des chiffres qui sont aux États-Unis, hein, mais c'est assez comparable en France. Donc sur un espace de 4 ans, quand même, qui est assez significatif, moitié moins de trafic en point de vente, mais par contre quasiment 20% de chiffre d'affaires supplémentaire. Donc les gens arrivent en magasin déjà informés, déjà quasiment décidés. D'où l'importance de vraiment digitaliser son business, de commencer à travailler sur d'autres canaux que juste le point de vente pour que le client arrive déjà influencé une fois dans le point de vente. Et ce qui est intéressant également, un doublement des recherches de Google Shopping, donc c'est la partie shopping du moteur de recherche, sur cette dernière année, hein, donc de juin 2014 à juin 2015. Donc c'est vraiment un comportement qui se développe. Une notion aussi qui est intéressante, je ne sais pas si vous êtes familier avec cette notion, c'est la notion de micro-moment. En fait, on se rend compte que le processus d'achat, le processus de consommation, est plus un long processus structuré, mais il est identifié par quelques micro-moments qui vont arriver au fur et à mesure de la journée, de la semaine. Ça peut aller assez vite. Et les 3 principaux sont ceux-ci. Tout d'abord, je veux savoir, j'ai besoin d'informations, je suis en recherche. Donc ça peut être chez moi, dans le métro, avec n'importe quel appareil. Et j'ai besoin de trouver une information pertinente, rapidement, sur ce qui m'intéresse. Une fois que j'ai trouvé l'information, j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'aller voir. J'ai envie d'aller à la rencontre de cette marque, de ce point de vente. Et donc souvent, le challenge, c'est de faciliter la transition entre les deux. Et puis enfin, je veux acheter. Et là aussi, on se rend compte que les consommateurs ont de moins en moins de patience avec les processus de transaction. On a envie que ce soit simple, que
que ce soit rapide, que ce soit efficace, et quel que soit le canal que j'utilise pour acheter. Sur le je veux savoir, on se rend compte également que 60% des gens qui utilisent leur smartphone pour faire une recherche considèrent d'autres marques qu'ils n'auraient pas forcément considérées via un processus d'achat classique. Donc on peut voir ça comme une belle opportunité aussi, si jamais on a une digitalisation qui est avancée. On peut tirer parti de cette opportunité. Sur le « je veux y aller », c'est vrai qu'on apprécie énormément un lien direct, une transition facilitée, transparente entre le moment où j'ai trouvé l'information et le moment où je veux interagir avec la marque dans le monde physique, dans le monde réel et aller en point de vente, que ce soit appeler ou juste trouver des directions vers le point de vente le plus proche. Donc on s'est rendu compte que plus de 60% des gens qui faisaient des recherches sur Google appréciaient ce lien. Et enfin, le je veux acheter, quasiment 50% des utilisateurs de smartphones disent qu'ils sont influencés par l'information qu'ils trouvent via leur smartphone sur le point de vente. Même encore, au moment de l'achat, on est encore en train de continuer à maturer ce processus de décision. Et en fait, Google a, je ne vais pas rentrer dans les détails des produits, mais Google a les outils qui vous permettent d'accélérer cette transformation numérique, qui permettent de répondre à ces tendances. Mais je voudrais juste faire le point sur 3 points particuliers. Le premier, c'est l'expérience client. Évidemment, on se rend compte qu'elle a énormément évolué ces dernières années. Un vrai besoin d'optimisation des coûts, d'efficacité opérationnelle. Et enfin, besoin d'innovation. On est tous avides de nouveautés à un rythme de plus en plus important. Et on a un vrai besoin d'agilité. Je pense que c'est un terme qui est extrêmement important. On a besoin d'être réactif. Et on a des outils qui existent pour vous permettre d'atteindre ces objectifs. Un exemple, par exemple, du department store Macy's, qui disait que leur but, c'est vraiment de proposer la meilleure interaction, la meilleure expérience avec le client, quel que soit le canal qu'il utilise. On peut arriver à une marque par plein de moyens différents, par un pop-up store, par un moteur de recherche, par le site en ligne, par une application, par le magasin physique, etc., etc. Et donc, leur but, c'était vraiment de couvrir tous ces canaux, tous ces chemins vers leur marque. Juste un point également qui est intéressant sur la partie service, on parlait de retour produit dans la session précédente. C'est également en termes de service un niveau d'exigence qui a extrêmement augmenté ces dernières années et aussi fluidifier la transition entre l'expérience qu'on a avec la marque en ligne et l'expérience qui est en magasin. Un exemple de la chaîne Chico's qui est en Amérique du Nord et en Amérique latine, qui disait que les millénials, donc les gens qui sont plus jeunes que moi, ont plus de 2 fois plus de chances d'être influencés par une expérience en ligne qui est semblable aux appareils qu'on a tous dans les mains maintenant, un écran tactile, un Kinect, de la VR, enfin voilà, toutes ces technologies d'interaction nouvelles, un peu plus sensorielles que ce qu'on avait avant. Et donc ça permet ce qu'ils appellent le digital theater ici, qui est un écran tactile dans le magasin, ça permet de fluidifier cette transition entre le monde en ligne et le monde physique. Sur la partie opérationnelle, on s'est rendu compte que la plupart des managers passent plus de temps à gérer l'administratif qu'à manager les équipes, qu'à interagir avec les clients et qu'à s'occuper du magasin. Et en fait, il y a un vrai besoin d'optimisation ici. Et c'est vraiment l'un des slogans, entre guillemets, chez Google, qui est de vous donner des outils qui vous permettent de mettre de côté un peu les opérations mondaines, entre guillemets, les opérations réverbatives qu'on pourrait automatiser facilement pour vous permettre de vous concentrer sur votre cœur de métier. Parce que c'est pour ça que vous avez été embauché. Vous n'avez pas été embauché pour gérer de la technique, gérer de l'administratif. Quelques exemples en France, notamment Célio, qui est un exemple assez intéressant. En fait, ils ont automatisé la consolidation des ventes qui prenait énormément de temps et surtout énormément d'énergie à beaucoup de personnes. Dans leur région, ils pouvaient passer jusqu'à 4000 appels téléphoniques par jour sur les moments de pointe. Et en fait, ils ont automatisé ça avec un outil qui est sidérant de simplicité. On peut dire, en fait, Spreadsheet, c'est l'application Google qui est un tableur. Donc Excel, c'est un tableur, par exemple, pour vous donner une idée. Et en fait, ce tableau, comme on peut travailler tous en temps réel dessus, on peut être
je dis n'importe quoi, 250 à travailler sur le même tableau simultanément. Il y a toujours une seule version du tableau, il n'y a pas besoin de le sauvegarder, de le partager, de l'envoyer par email, etc. Le fichier était toujours à jour. Et il y avait juste un script qui permettait de récupérer les informations. Donc avec une application extrêmement simple, très peu coûteuse, pas beaucoup de développement, ils ont gagné énormément de temps et donc énormément d'argent. Pierre Hermé avait un autre exemple aussi, puis ils se sont développés beaucoup à l'international ces dernières années, et avec un système tout simple de conférences vidéo qu'on appelle chez Google les Hangouts, où on peut être jusqu'à 25 personnes simultanément en vidéo, travailler sur un même document ensemble, se voir. Donc le but, c'est vraiment de réduire les distances et de faire comme si, de simuler une salle de meeting, quel que soit le pays où on est. Et ça a vraiment facilité notamment les aspects de formation. Et ça lui a permis de se concentrer encore une fois sur son cœur de métier. Et enfin, Jennifer a utilisé Google+, donc qui est notre réseau social qui existe aussi en version entreprise, pour automatiser l'audit du merch en point de vente. Plutôt que de se déplacer, de faire des mails, ce genre de passer des coups de fil, etc. Ils ont créé plusieurs communautés Google+, par région, par magasin. Et en fait, les gens sur le terrain sont autonomes, postent les photos de l'implémentation merch et ça permet non seulement de vérifier, d'auditer, mais également d'archiver ce qui s'est passé. C'est aussi important de garder une trace de l'implémentation. Sur la partie innovation, c'est vrai qu'on a besoin d'aller de plus en plus vite, de passer de l'idée au marché, à la mise en marché le plus rapidement possible, puisque comme maintenant on est tous connectés, on a tous beaucoup d'idées, on parle beaucoup et on se copie aussi assez rapidement. Donc c'est très important quand on a une bonne idée d'arriver très très vite sur le marché et de pouvoir l'implémenter. Et par exemple, All Saints, qui est une chaîne de vente de vêtements qui est principalement basée en Angleterre, donnait un exemple. Là, vous voyez ici un exemple animé de ce que je vous disais, où vous avez une conférence audio et vidéo. On travaille tous sur le même document. Ici, c'est un traitement de texte. Et chaque petit rectangle de couleur que vous voyez, c'est une personne différente qui remplit le document, qui travaille sur le même document en temps réel. Donc, il n'y a pas besoin de s'envoyer par mail, etc. Donc, on travaille vraiment simultanément. Et là, l'exemple que All Saints donnait, c'était de connecter les fournisseurs avec l'équipe de design et avec le headquarter, et donc qui permet de faciliter ce flux de créativité et donc de passer beaucoup plus rapidement de l'idée au design à la mise en marché. Et c'est avec ce type d'outils-là qu'on peut être plus agile, qu'on peut être plus réactif sur des marchés aussi concurrentiels que ce qu'on a aujourd'hui. Si on veut simplifier un peu le processus de digitalisation, pour dire les choses de façon un peu plus générique, on peut réduire à cette équation. En fait, l'idée, c'est d'additionner ce qu'on appelle la digital brand, donc c'est-à-dire la manière dont votre marque est perçue sur le marché, et donc la manière dont vous engagez avec votre clientèle en ligne, avec votre culture digitale, c'est-à-dire vos process internes, la manière dont vous travaillez. Est-ce que vous utilisez encore des outils de productivité, des outils de bureautique un petit peu old school, ou est-ce que vous êtes passé au cloud? Est-ce que vous êtes mobile? Est-ce que vous avez des outils de productivité en temps réel, comme je vous les ai montrés? Donc vraiment cette culture interne. Et donc l'addition de comment vous êtes perçu et cette culture interne, ça vous permet vraiment de digitaliser votre activité, de digitaliser votre business. Et c'est ça le challenge que la plupart des entreprises, dans la plupart des secteurs, ont à relever en ce moment. Et si on gratte un tout petit peu plus et qu'on parle un peu plus de solutions, eh bien, la partie digital brand, c'est vraiment maintenant la possibilité qu'on a avec les outils qu'on peut vous présenter sur le stand Google qui est juste à droite en sortant de la salle, qui vous permettent d'interagir, d'engager une clientèle vraiment à large échelle, sans aucune limitation en termes de taille, en termes de pays, etc. Et souvent, je repense à Pierre Hermé. Moi, quand on me dit pâtisserie, je pense au côté artisanal, le côté petit magasin, local,
Voilà, et c'est le fait qu'il soit local et qu'il soit petit et qu'il soit exclusif qui fait sa qualité. Et en fait, pas du tout. Maintenant, c'est une marque qui est internationale, qui a un succès qui est insolent et qui utilise notamment les outils Google pour s'étendre jusqu'au Japon, en Amérique du Sud, etc. Et sur la culture digitale, quelques principes extrêmement importants. Vérifier si l'information circule vraiment librement. Mais souvent, on se dit, oui, l'information du management au terrain, ça se passe très bien. Mais est-ce que la remontée d'informations du terrain se passe librement, se passe facilement, rapidement? Est-ce qu'ils ont les outils sur le terrain pour vous remonter de l'information, pour que vous puissiez prendre des décisions plus rapidement? Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Le côté collaboratif, vous l'avez vu sur les images d'avant, on peut travailler tous ensemble sur le même document. Moi, je pense vraiment qu'on est plus intelligents ensemble et que si on met quelques bons cerveaux dans une salle de meeting ou dans un call, on peut résoudre à peu près n'importe quel problème. Souvent, quand on essaye de résoudre les problèmes de notre côté de façon asynchrone, c'est un petit peu compliqué. Utilisez la richesse des données qui sont à votre disposition. Il y a une mine de données que vos clients vous proposent, pas vous donnent, mais vous proposent, que vous pouvez utiliser pour prendre des décisions. Ça, c'est extrêmement utile et on n'y pense pas souvent. Et puis après, effectivement, les clients dans leur interaction et aussi vos employés dans leur interaction s'attendent maintenant, même dans leur vie professionnelle, à avoir des outils qui sont aussi simples à utiliser qu'à la maison. C'est un point qui est crucial pour l'adoption des technologies. Donc on a parlé des tendances, on a parlé des outils de productivité, je vous ai donné juste quelques petits exemples, comment ils étaient implémentés chez des clients français notamment. On s'est rendu compte que la manière de travailler, la manière d'acheter même des gens a largement évolué. Et l'intérêt avec nos applications et nos outils qui sont basés sur le cloud, c'est qu'ils sont toujours en constante évolution, on est toujours en constante innovation et on n'a pas à faire de mise à jour sur nos applications. Dès que vous la lancez, elle est toujours à jour en fait, parce que c'est basé sur le cloud. Et donc l'idée, c'est que nous aussi, on met ces principes en application. Nous aussi, on est réactifs et on continue à innover et on continue à toujours vous proposer les bons outils pour s'adapter aux dernières tendances. Et donc je vous ai parlé d'outils de productivité, tableur, traitement de texte, des choses assez classiques maintenant. Mais finalement, on travaille déjà sur la prochaine étape et aller au-delà de la productivité, et notamment avec des technologies donc de machine learning, de deep learning, d'intelligence artificielle, tous ces termes que vous allez entendre de plus en plus. Qui sait ce que c'est? Oui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça motive les autres. Ok. Et je vais dire, je ne sais pas, 20% de la salle à peu près, c'est ce que c'est. Donc c'est normal, hein. C'est un jeu qui n'est pas forcément très très connu en Occident, ça s'appelle le jeu de Go. Alors on peut penser que ça ressemble aux échecs, mais en fait la différence de complexité, suivez-moi, hein, ça a un intérêt ce que je vous dis, c'est pas juste une pause publicitaire, mais la différence de complexité entre les échecs et le jeu de Go, c'est faire une comparaison de complexité entre les deux, c'est comme comparer le nombre d'atomes qu'il y a dans le corps d'un être humain et le nombre d'atomes qu'il y a dans l'univers connu. C'est un petit peu ce facteur-là en termes de complexité. À chaque placement d'une pièce, on peut avoir jusqu'à 260 combinaisons possibles sur les coups suivants, à chaque placement. Et donc c'est un jeu qui est extrêmement complexe. Et quand on a voulu tester la performance, les avancées de l'intelligence artificielle, notamment de ce qu'on avait développé chez Google, c'est vrai qu'il y a quelques années, pour ceux qui ont à peu près mon âge, vous vous rappelez de Garry Kasparov contre Deep Blue, donc, où un ordinateur a réussi à battre un être humain aux échecs. Là, battre un être humain au jeu de Go, ça s'était jamais fait, jusqu'à ce qu'on y arrive. Il y a quelques mois, où on a battu l'un des plus grands champions mondiaux, qui s'appelle Lee Sedol. On l'a battu et il y a notamment une chose qui s'est passée qui était assez particulière, qui s'appelle le mouvement numéro 47, parce que c'était le 47e mouvement de notre ordinateur, où le champion a dit « mais c'est bizarre, c'est pas un mouvement qu'un être humain aurait fait en fait. Personne n'aurait fait ce mouvement-là, il est bête, c'est une erreur. » Il a considéré que c'était une erreur et en fait, avec le recul, on s'est rendu compte que c'est ce qui lui a permis à l'ordinateur de battre l'être humain. Et donc on arrive à une technologie qui est tellement mûre qu'on apprend à un ordinateur à jouer au Go, après on le fait jouer contre lui-même, et il apprend de lui-même, tout seul. Et plus le temps passe, plus il apprend, et plus il s'améliore.
Avec toutes les technologies donc, de machine learning et d'intelligence artificielle qu'on a développées, c'est ça qui se passe. Plus le temps passe, plus ça devient pertinent pour la tâche que vous allez lui attribuer, plus il s'améliore. Et donc notre but, ce n'était pas de développer une intelligence artificielle pour juste jouer aux échecs ou jouer au Go, c'est aussi parce que c'est un intérêt dans l'activité professionnelle. D'ailleurs, Gartner est de notre avis aussi sur ce sujet-là, puisque d'ici 2018, il pense que 20% des contenus professionnels vont être créés par des machines, donc automatiquement. Et d'ici 2020, 40% des interactions mobiles seront facilitées par des agents, par des systèmes intelligents. Donc c'est pas juste un micro-phénomène, c'est une vraie tendance de fond. On a déjà plein de technologies d'intelligence artificielle dans nos produits actuels, dans nos produits grand public et professionnels, dans nos applications de productivité. Mais au final, moi, ce que j'aimerais vous faire passer comme message pour finir, c'est qu'on veut dépasser cette notion de productivité. On veut aller au-delà de juste faire la tâche que vous avez à faire. Et comment est-ce qu'on peut dépasser cette notion de productivité avec l'intelligence artificielle ? Notre but, c'est de rendre la technologie plus naturelle, plus automatique et plus prédictive. Sur le côté plus naturel, un exemple tout simple, dans Google Doc, donc qui est notre éditeur de texte basé sur le cloud, où vous avez la possibilité de parler à votre ordinateur, de parler à votre device et de dicter jusque dans 40 langues et de traduire dans jusqu'à 120 langues automatiquement. Souvent en design, on dit que la meilleure interface, c'est de ne pas avoir d'interface. Bien, pour le coup, quand on n'a pas d'interface avec un ordinateur, il suffit de lui parler. Si jamais vous ne pouvez pas parler, vous pouvez toujours écrire. Et on a, dans plein de nos applications, la possibilité de faire une recherche dans un langage naturel. Plutôt que de mettre des mots-clés, vous pouvez écrire des phrases. Et un dernier point, et qui est beaucoup plus challenging et beaucoup plus impressionnant, puisque la reconnaissance de texte, la reconnaissance de voix, c'est maintenant assez commun. La reconnaissance d'image, c'est un peu plus compliqué. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais depuis que j'ai un smartphone, j'ai 5, 10, 15 000 photos, de plus en plus, sur mon appareil, dans mon stockage dans le cloud. Et ça devient de plus en plus compliqué dans ma vie personnelle et professionnelle de retrouver ce que je veux. Et en fait, Google Photos, qui est une application donc, qui stocke et organise vos photos automatiquement, peut reconnaître les personnes, mais également les lieux, et également les objets ou même les situations. Moi, je vais parler un peu de ma vie personnelle. Je me suis marié il y a 2 ans. J'ai mis mes photos de mariage. Il les a taguées mariage. Il n'a pas dit il y avait Jonathan, il y avait une dame avec une robe blanche. Il a dit ça, c'est un mariage. Il comprend une situation. Il comprend un endroit. Il comprend des objets. Et toute cette reconnaissance, elle est faite automatiquement. Vous uploadez vos photos et c'est analysé automatiquement. Et plus le temps passe, plus il est intelligent et plus il comprend. Et donc, quand on utilise ça à des fins professionnelles, on peut cataloguer, archiver énormément d'informations visuelles. Il y a également de la reconnaissance de texte. Automatiquement, vous prenez la photo d'une enseigne, vous allez chercher le nom ou d'un produit ou de quoi que ce soit, vous allez chercher le mot qui a été pris en photo, il va le retrouver. Juste pour vous donner une idée des progrès qu'on a fait ces dernières années avec cette technologie, c'est qu'au tout début de cette technologie, on ne savait pas faire la différence entre un chien et un chat. Un petit peu embêtant, des fois. Bon, c'est pas super utile, mais c'est embêtant. Maintenant, on arrive à faire la différence entre 50 races différentes de chiens. Alors, je ne sais pas s'il y a un commerce de vente de chiens dans la salle, je ne pense pas. Mais en tout cas, c'est pour vous dire à quel point maintenant on peut être précis sur ce type de technologie, sur ce type de reconnaissance. Sur la partie plus automatique, on s'est rendu compte qu'on passait un petit peu trop de temps à organiser ces meetings, c'était un petit peu complexe. Et on s'est aussi rendu compte que si on économisait ne serait-ce que 5 minutes à chaque fois qu'on organise un meeting, on pouvait économiser jusqu'à 5 heures dans un mois à faire autre chose que juste envoyer des mails et envoyer des requêtes de meeting. Et en fait, notre application donc mobile ou dans le cloud d'agenda vous permet de vous proposer automatiquement où, qui, quand, à quelle fréquence, en fonction de ce que vous avez fait, en fonction des gens que vous avez l'habitude de rencontrer, en fonction des documents que vous avez l'habitude de créer ensemble également. Donc c'est vraiment une complétion, une autocomplétion de votre requête de meeting. Une autre manière d'automatiser également les interactions au jour le jour, c'est les mails. On a de plus en plus de mails. On les fait également de plus en plus en mobilité.
Et je ne sais pas vous, mais moi, quand je suis dans le métro et que je regarde mes mails et que j'ai juste mon pouce de libre, ce n'est pas toujours très facile de répondre à un mail urgent. Et bien là, on a une technologie avec Inbox, donc qui est l'une de nos applications, qui analyse le contexte, donc qui analyse le sens du mail qui vous est envoyé, qui génère jusqu'à 20 000 réponses possibles à ce qui vous a été envoyé. Et après, c'est à vous de faire le tri. Non, je rigole. C'est pas à vous de faire le tri. Le tri, il est fait automatiquement et on vous propose automatiquement les 3 meilleures réponses possibles que vous avez juste à choisir avec un doigt. Et on va même plus loin. Si jamais on pose une question sur un document qu'on a créé ou qu'on m'a envoyé lors d'un meeting que j'avais avec cette personne hier, vu que mes documents ils sont stockés également dans le cloud, il fait le lien entre tout ça, entre votre agenda, vos mails, vos documents, et il vous propose automatiquement les documents qui lui semblent pertinents. De la même manière, je ne sais pas si quelqu'un dans la salle est capable de me dire s'il est dispo jeudi à 14 h sans regarder son agenda. C'est pas forcément évident. Bien, lui, il fait le lien automatiquement. Il peut vous dire, oui, je suis désolé, j'ai un conflit. À cette heure-ci, j'ai déjà un meeting. Et vous proposez automatiquement le prochain créneau qui est disponible pour vous. Tout ça, c'est fait automatiquement. Vous avez juste à toucher du pouce pour l'envoyer. Enfin, 3e point sur la partie plus prédictive, qui est encore plus intéressante. Là, vous avez un exemple donc, de Google Sheet, qui est notre tableur. Et quand vous avez un ensemble de données, donc vous rentrez un tableau de chiffres, vous touchez le bouton Explore et il va essayer non pas juste de reconnaître les chiffres qu'il y a dedans, mais de comprendre le sens des chiffres que vous avez mis. De comprendre qu'est-ce qui peut être important dans ce tableau, comment vous avez organisé le tableau et qu'est-ce qui peut être pertinent à être mis en avant. Et il ne va pas vous proposer bêtement plein de formats graphiques. Il va vous proposer dans l'ordre les graphiques que lui pense le plus pertinent par rapport aux données qu'il y a dans le tableau. Donc qui vous permettent de mettre en valeur plus facilement votre information. Et enfin, sur la partie la plus prédictive, c'est un peu l'apogée de notre technologie prédictive à l'heure actuelle, ça s'appelle Google Springboard. Et en fait, on s'est rendu compte que pour un travailleur classique, on peut passer jusqu'à 8 heures par semaine à aller rechercher, rassembler et organiser de l'information. 8 heures par semaine, juste à rassembler de l'information. Et en fait, Google Springboard, ça vous permet 2 choses. La première chose, c'est que ça vous permet de chercher très facilement dans toutes vos données, que ce soit vos documents qui sont stockés dans le cloud, que ce soit votre agenda, que ce soit vos mails, que ce soit vos réseaux sociaux. Ça permet de chercher partout simultanément plutôt que d'avoir à le faire à chaque fois. Donc ça permet de gagner du temps. Et l'autre chose qui est plus sur le côté prédictif, si jamais je lance l'application, je dis n'importe quoi, le lundi à 10 h, il va me dire d'habitude, tu as staff meeting à cette heure-ci. La dernière fois, vous avez travaillé sur ce document avec telle personne. Donc, il vous propose automatiquement, de façon prédictive, il essaye d'anticiper sur votre journée pour vous donner dans la main les documents dont vous pouvez avoir besoin, les contacts dont vous pouvez avoir besoin. Et ce qui est intéressant, c'est que plus le temps va passer, plus il va apprendre et plus il va être performant. Et plus il va vous faire gagner du temps. En allant un petit peu plus loin, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails techniques, il y a plein de technologies d'intelligence artificielle que vous pouvez utiliser. La technologie de reconnaissance d'image, par exemple, qu'on utilise dans Google Photos, vous pouvez l'utiliser, vous, de façon professionnelle sur n'importe quelle application. La technologie de traduction, de reconnaissance vocale, d'analyse de texte, etc., tout ça sont des technologies qu'on met à votre disposition et que vous pouvez également utiliser. TensorFlow, c'est la librairie d'intelligence artificielle, donc on va dire, pour simplifier, la technologie d'intelligence artificielle qu'on a utilisée pour notre ordinateur qui a battu le champion de Go. Donc c'est pas juste un truc bas de gamme, c'est un vrai truc. Et ça aussi, vous pouvez l'utiliser et faire des développements pour analyser des données, analyser des tendances, faire des projections, ce genre de choses. Et c'est un système qui est extrêmement, extrêmement puissant. Pour conclure, les technologies d'intelligence artificielle, c'est un petit peu comme quand on crée une équipe, en fait. Généralement, quand on embauche quelqu'un, on n'embauche pas un individu, on crée une équipe. On embauche une personne relativement aux autres personnes de l'équipe et on essaye de créer une harmonie. Et bien là, avec tous ces agents intelligents, tous ces systèmes intelligents, c'est comme si vous créez une équipe,
C'est comme si à chaque fois que vous aviez un tableau, vous aviez un analyste à vos côtés. À chaque fois qu'on organise un meeting, vous aviez un assistant personnel à vos côtés. À chaque fois que vous créez un projet, vous avez un chef de projet à vos côtés. Et ce qui est intéressant, c'est que ces agents, ils travaillent 24 heures sur 24. Ils travaillent pour vous faire gagner du temps. Et après, ce qui vous reste à décider, c'est juste qu'est-ce que vous allez faire avec ce temps que vous avez économisé. Et pour la première fois, le temps, il est vraiment de votre côté. Hein, tous ces systèmes vont continuer à s'améliorer plus le temps passe. Hein, donc les robots vont continuer à apprendre et à continuer à travailler pour vous faire gagner du temps et vous permettre de vous concentrer sur ce que vous faites de mieux, sur votre cœur de métier. Merci beaucoup de votre attention. Si vous voulez plus d'informations, de possibilités, évidemment, notre site web, google.com/work. Mais plus simple, vous avez une équipe de coachs qui sont là pour vous conseiller, pour vous accompagner dans votre transformation, sur le stand Google qui est juste à droite en sortant de la salle. Merci beaucoup et bonne expo. Merci Jonathan.